Malgré toutes les initiatives des pouvoirs publics et des interlocuteurs sociaux, les travailleuses continuent de gagner moins que leurs collègues masculins en Belgique. Pour être précise, cet écart salarial se réduit, mais seulement si on compare les salaires à l'heure. Donc on constate en fait que l'écart salarial, ces 5 dernières années, a diminué de 5%. Donc il y a clairement une évolution qui va dans le bon sens au niveau de l'écart salarial, en tout cas de l'écart salarial calculé sur base horaire. C'est pas la même chose pour l'écart salarial calculé sur base annuelle, puisque celui-là tient davantage compte du temps partiel et donc des femmes, puisque les femmes sont surreprésentées dans l'emploi à temps partiel. Cet écart-là s'élève à 23% et surtout, il n'est pas en diminution, il reste stable au cours des années. Chaque année, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes publie un rapport sur cet écart et en étudie les causes. Alors il y a une partie de cet écart salarial qui est entre guillemets expliquée par des critères objectifs. C'est plus ou moins la moitié de l'écart salarial, donc c'est-à-dire le phénomène de la ségrégation verticale et horizontale, la composition de famille, la formation, l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise, la taille de l'entreprise peuvent également avoir un impact sur l'écart salarial. Et expliquer, ça ne veut pas dire légitimer l'écart salarial, mais ça peut l'expliquer. Par contre, il y a 52% de cet écart qui n'est pas expliqué et qui renvoie donc à un phénomène de discrimination sur base du genre. Votez pas! Ne votez pas le gel des salaires! Une situation qui ne s'améliore pas en 2013 et 2014. En effet, le gouvernement a décidé de geler les salaires durant cette période, interdisant au secteur de négocier des augmentations collectives. Il y a 4 ans, nous ne pouvions négocier que les éco-chèques comme augmentation du pouvoir d'achat. Il y a 2 ans, nous étions limités à une max salariale de 0,3%. Aujourd'hui, rien. Et demain, encore moins que rien, du recul social. Dans les entreprises, on peut encore négocier des avantages liés aux résultats, des bonus comme on dit. Ça c'est permis, mais pour qui ? En plus d'être injuste pour l'ensemble des travailleurs, cette mesure pénalise une deuxième fois les femmes. Donc le blocage salarial, c'est en premier une atteinte à la liberté de négociation collective dans les secteurs. Et c'est justement dans les secteurs, par la négociation collective, qu'on peut améliorer certains salaires. Et souvent les salaires les plus bas, puisque quand nous négocions des augmentations salariales, nous négocions des augmentations forfaitaires. Et donc nous réduisons l'écart salarial. Alors effectivement, la Belgique a ce système de fixation collective des salaires qui permet clairement de limiter les inégalités salariales et notamment l'inégalité de genre. On voit que ça a un impact puisque la Belgique a un écart salarial relativement faible par rapport à d'autres voisins européens et notamment le Royaume-Uni, mais aussi par rapport à la moyenne européenne qui s'élève à plus de 16%. Le combat pour l'égalité salariale est loin d'être terminé. Pour le remporter, les pouvoirs publics doivent d'abord permettre aux interlocuteurs sociaux de jouer leur rôle, mais aussi assumer leurs propres responsabilités. Il y a beaucoup de causes à l'écart salarial. Donc il faut pouvoir agir sur différents leviers en même temps. Je pense qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait en matière d'évaluation des classifications sectorielles dans les secteurs pour voir si elles sont neutres d'un point de vue du genre. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, être plus contraignant vis-à-vis des secteurs. Il y a des secteurs qui n'ont pas encore de classification de fonction. Moi, je pense qu'il faut mettre des délais à ces secteurs. Et le politique a tout à fait son rôle à jouer en prenant des mesures, des incitants, en prenant des mesures plus contraignantes. On l'a vu avec les quotas de femmes dans les conseils d'administration. Pourquoi ne pas élaborer de tels quotas, mais dans les fonctions de management des entreprises ? Je crois que la première revendication, c'est de ne pas prolonger l'arrêté royal de blocage des salaires. Tout d'abord, vous dire en effet que vous pouvez qualifier le gouvernement papillon. Le gouvernement papillon, c'est aussi un gouvernement à 6 et pas un gouvernement tout seul avec le PS. Et donc, je tiens à redire combien beaucoup de mesures qui ont été adoptées ne sont pas des mesures qui ont été finalement voulues dans le programme du parti. Est-ce que c'est une concession que vous êtes encore prêt à faire, si vous êtes encore au pouvoir ? Alors, je pense que dans le programme en tant que tel, il n'y a aucune ligne sur la volonté de prolonger ce blocage salarial. À un moment donné, vous le savez comme moi, je ne peux pas moi aujourd'hui
à mon niveau, vous promettre qu'il n'y a aucune concession qui sera faite. Je pense que le compromis étant autour de la table, ce n'est pas une volonté du parti, ça c'est clair, mais moi je ne peux pas répondre à cette question. D'abord, un, je ne suis pas habilité. Deux, ça n'est pas une volonté de notre parti. Mais promettre des choses qu'on ne tiendra pas demain, ce n'est pas du tout une volonté du parti. Je pense qu'il faut être franc, il faut être aussi correct dans sa manière de voir les choses. On sait combien, la crise étant passée par là, les mesures sont difficiles. Ce n'est pas une mesure qu'on a souhaité évoluer. Donc je redis combien cette mesure n'est pas une volonté de notre parti. Je ne peux pas aujourd'hui, moi, promettre, là, ici, maintenant, que la chose sera totalement abolie. Et vous aurez compris par là que ce n'est pas non plus une volonté du parti de le faire. Pour répondre à votre question, qui est une question importante, je pense qu'il faut pouvoir différencier deux piliers. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Je pense que dans l'écart, ou plutôt l'égalité salariale, il y a deux choses importantes. C'est que des avancées monumentales ont été faites au niveau du public, et il reste encore beaucoup de choses à faire, certes, mais je pense que là, il y a un signal très clair qui a été donné. Par rapport au privé, il reste aussi, mais là, d'énormes choses à entreprendre, avec en effet des leviers qui sont moins importants que par le public, mais je pense qu'il faut continuer à sensibiliser avec les partenaires sociaux. Je pense que là, on a avec nous des personnes qui défendent vraiment cette inégalité salariale, et nous sommes là aussi pour les entendre et pour les répercuter à d'autres niveaux. Je me dépêche pour vous dire aussi que ce qui a été dit, c'est une volonté de notre parti, et c'est vraiment une priorité pour nous, de retravailler sur tout ce qui... toutes les zones d'ombre sur les descriptions et les classifications des fonctions. Encore trop de critères sont pour nous totalement flous, voire discriminants. Je pense que là, il faut le souligner. J'essaie d'aller vite, parce que sinon je sais que je vais me faire siffler. Au niveau des quotas femmes, je pense que la ministre Tilleux a été très claire par rapport à ça. C'est son décret, c'est sa volonté, c'est sa position. Elle l'a adopté d'abord un premier pas au niveau de l'associatif, au niveau des institutions. C'est un pas aussi qui a été fait, donc on peut le poursuivre s'il y a une volonté politique de le faire, mais je pense que l'impulsion est donnée, et c'est une grande occasion de dire que la place de la femme est importante. J'essaie vraiment de placer les idées, parce que c'est vraiment important de le dire. Dire encore une chose, c'est que dans tout ce qu'on a vu au niveau inégalité salariale, je pense qu'il est important aujourd'hui de redire combien notre pays a fait des avancées par rapport à d'autres, que même s'il reste encore des travaux énormes à faire, je pense que nous sommes dans le bon et qu'il faut vraiment poursuivre la tâche, et on compte bien sûr sur les organisations syndicales, les partenaires sociaux, mais vous pouvez leur donner la possibilité. Bien sûr, mais je pense qu'en tout cas pour nous il n'y a aucun problème, ça l'a toujours été, et vous pouvez croire à la volonté du parti pour pouvoir travailler en direct avec vous, notamment avec en effet une réflexion collective avec les secteurs. Parce je pourrais me permettre de vous interrompre, c'est le jeu. Michel, tu as... Je voulais quand même réagir quand vous dites qu'avec votre parti, ça a toujours été le cas, où vous avez défendu, vous avez tenté de diminuer l'écart salarial. Cela étant, sur la question, parce que c'est l'objet du débat qu'on a ici maintenant, sur la question du blocage salarial, c'est le PS qui est au gouvernement, c'est le PS qui a permis qu'on bloque les salaires. Or, ça a directement un impact dans des secteurs où du coup il y a eu des blocages salariales, etc. Donc je pense notamment au secteur du commerce, où il n'y a eu aucune négociation. Dans certains secteurs industriels, on a pu avoir des négociations, et donc ça a permis à des travailleurs et des travailleuses impliquées sociales. Ça n'a pas été le cas dans le commerce, donc j'aimerais bien qu'on se centre, si on peut se permettre. Mais moi je peux redire ce que j'ai dit. L'arithmétique politique, vous le savez, on n'est pas comme en France ou d'autres pays où à un moment donné on a la main et on fait ce qu'on veut. Je pense qu'autour de la table, il y a un gouvernement papillon, on peut le qualifier comme on veut. Je pense que les volontés politiques chez nous, dans notre parti, dans notre chef, ne peuvent pas être jetées le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Je pense qu'on a préservé deux priorités importantes. D'abord, l'indexation des salaires. Parce que je pense que... Qui n'est pas une augmentation. Non, bien sûr, mais on peut quand même considérer toutes et tous ici, que c'est quand même une des priorités qui a été défendue, et on a tenu bon, parce que je peux vous dire... Donc, sur l'indexation des salaires, ok, en tant que telle, on peut dire que l'indexation existe encore, néanmoins, il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place qui fait que l'indexation joue moins son rôle aujourd'hui qu'il n'a joué son rôle et qu'il ne devrait le faire.
Mais moi, oui, on peut rentrer dans le technique, blocage des salaires, indexation des salaires. De toute façon, on va passer à la candidate suivante parce qu'on explose déjà notre quota, mais donc on a bien compris votre position. Donc voilà, Gisèle Mandela, c'est à vous. Voilà, le FDF se présente comme un parti libéral social. Mais alors, dans la question des salaires et du blocage salarial, de quel côté le curseur va-t-il pencher? C'est très simple. Je pense que la problématique du blocage des salaires fait que ça touche beaucoup plus les personnes qui ont des difficultés en bas revenus. Donc nous, on est totalement contre le blocage des salaires parce que nous voulons préserver plutôt le pouvoir d'achat, parce que cela permet en fait de soutenir, de soutenir la consommation des biens et des services et indirectement, c'est fait de soutenir l'emploi. Bon, nous sommes d'avis qu'il faut l'indexation de tous les salaires, mais on remarque quand même qu'il y a des personnes, enfin il y a des gens qui ont beaucoup plus de revenus et donc nous demandons plutôt le blocage de l'indexation de salaire par rapport à des revenus supérieurs. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ces revenus, l'utilisation comme telle pour soutenir la consommation des biens et services des biens superflus. Donc nous on est d'avis de ne pas bloquer les salaires mais de bloquer l'indexation de salaire pour des revenus supérieurs. Donc nous pensons que ces revenus, les revenus qui tournent autour de 3 500 €, mais bien sûr, il faudra encore demander qu'on fasse des simulations au niveau peut-être de la Cour de compte pour pouvoir bien implémenter ces dossiers. Donc voilà, on est conscient que 70% de la population est en deçà de ces revenus, donc ce sont ceux-là qui vont bénéficier de l'indexation des salaires. Donc nous, totalement au FDF, on est contre le blocage des salaires. D'accord, mais petite question, si j'ai bien compris, mais Michel, en fait, saute sur les sifflets, donc vas-y. Ouais. Il ne faut pas mélanger non plus indexation et blocage des salaires. Ce sont des mécanismes qui sont tout à fait différents. Tout à fait. Moi, j'ai dit donc vous êtes contre le blocage des salaires? On est contre le blocage des salaires. Pourquoi? Parce que ça réduit le pouvoir d'achat, alors que nous sommes plutôt pour le blocage de l'indexation de salaire par rapport à des revenus supérieurs. D'accord, mais justement par rapport à ça, je rebondis. Ça veut dire que si cette proposition aboutit, c'est aussi de l'argent en moins pour les caisses de la sécurité sociale. Est-ce que c'est pas alors, est-ce que la fiscalité n'est pas un meilleur outil pour faire une répartition, une redistribution des richesses qu'une indexation qu'on donne à certains salaires et qu'on arrête là dans certains seuils? Oui, tout à fait. Je pense que la fiscalité est importante pour pouvoir permettre une meilleure répartition, on est tout à fait d'accord par rapport à ça, mais je pense qu'à un moment donné, comme je l'expliquais, au-delà d'un salaire qui est supérieur, parce que l'indexation, c'est quand même pour pouvoir participer, permettre un pouvoir d'achat pour des biens, je dirais des consommations, mais au-delà, on sait bien que ça devient superflu. Donc, jouer sur la fiscalité est important, et nous, on est pour éventuellement détaxer le revenu du travail pour permettre, entre autres, une meilleure redistribution des revenus pour tous les citoyens. D'accord, merci. Bon, donc on a compris la réponse à la question principale qui était non au blocage des salaires. Donc, Dorothée Knech, je me tourne vers vous. Donc le CDH, qui se présente aussi comme un parti centriste et donc conciliateur, est-ce que vous trouvez normal au CDH qu'on interdise aux interlocuteurs sociaux de négocier dans les secteurs des augmentations de salaire, alors qu'on sait que c'est un outil indispensable, puisqu'on est ici dans une action femme, pour améliorer les salaires les plus bas, et donc particulièrement ceux des femmes, qui sont les premières concernées? Oui, donc nous, on estime que quelque part, les salariés ont déjà beaucoup payé cette crise, et donc on est contre le blocage. C'est un objectif, ce n'est pas un souhait de continuer à bloquer les salaires, et effectivement pour la raison qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat et qu'il faut, c'est une façon d'amener à la création d'emplois. Par ailleurs, c'est vrai que nous, on est aussi pour la réduction des coûts salariaux, de façon à ce que les entreprises puissent avoir une bouffée d'oxygène et permettre cette création d'emplois. Alors, en matière d'écart salarial, là, je trouve qu'il existe une loi. Donc, c'est vrai que nous, on demande l'application intégrale de cette loi. On a déjà parlé des classifications de fonctions, neutres sur le point du genre. Donc, il faut effectivement y arriver. Alors, on a vu l'Institut. L'Institut a mis un outil qui peut aider les entreprises, puisqu'il y a maintenant un logiciel pour essayer de calculer cet écart salarial, parce que, effectivement, comme on l'a dit, au niveau de la fonction publique, on peut estimer qu'il n'y a plus de problème, c'est surtout au niveau du privé. Récemment aussi, et même aujourd'hui, c'est
la soupe. Il y a la publication d'un arrêté royal au Moniteur. C'est vrai que la ministre de l'Emploi et la ministre de l'Égalité des chances ont redéfini certaines précisions techniques pour faciliter l'application de cette loi, et notamment ici au niveau des entreprises. L'arrêté royal définit le statut du médiateur qui pourrait enregistrer une plainte d'une personne qui s'estimerait lésée au niveau de la structure des salaires. Il y a aussi une obligation d'un rapport bisannuel sur la structure des salaires et même jusqu'à le formulaire qui permettrait de répondre à cette question. Donc c'est vraiment, effectivement, il faut poursuivre ce travail, et surtout ce qui est important et qui a été réintroduit à la loi d'analyse de l'égalité des chances, c'était de prendre aussi en considération les avantages complémentaires, parce qu'on sait bien que voilà, on fait des efforts, et on l'a bien dit, on est quand même parvenu à réduire cet écart salarial non justifié, mais effectivement, on a l'impression qu'on essaye d'utiliser d'autres subterfuges, et effectivement, les femmes bénéficient moins d'une voiture de société, etc. Donc il faut faire très attention à prendre cela aussi en considération. Ça, c'est pour les... Pardon. Voilà, le temps est déjà écoulé, mais surtout parce que je voudrais rebondir sur votre réponse principale, le blocage des salaires. Par contre, vous avez aussi parlé de réduction des coûts salariaux. C'est une politique qui coûte de l'argent à l'État et qui n'a pas vraiment fait ses preuves jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a aucune étude qui démontre que telle ou telle politique de réduction des coûts crée de l'emploi, bien au contraire. Mais vous poursuivez dans cette voie ? Je crois que c'est... On peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on a un coût salarial qui est très élevé en Belgique. Alors, c'est sûr, moi je ne vais pas vous dire, effectivement, il y a certains produits, on peut pas donner... Je crois que c'est important aussi de travailler au niveau de l'innovation. Donc, le travail sur le coût salarial n'est pas le principal, n'est pas l'unique façon de créer de l'emploi. Je crois qu'effectivement, il y a l'innovation, il y a l'enseignement, il y a le soutien à la création de l'entreprise, il y a beaucoup de choses. Mais je crois que le coût salarial, là aussi, on peut dire qu'au niveau... On commence un peu à s'énerver parce que le coût salarial, tant qu'on parlera de coût salarial, je pense qu'on aura un problème. Je pense que la façon... En l'occurrence, il ne s'agit pas de coût salarial. Il s'agit surtout de financer un système de sécurité sociale qui profite à tous et qui permet à tous que dans les accidents de la vie, on ait de quoi se retourner. Et donc, comment, par rapport à ça, vous pouvez avancer, d'autant plus que, argument supplémentaire, nous ne voulons pas rentrer dans un système qui fait que si on regarde toujours par rapport aux pays autres, on n'a pas envie, nous, de rentrer dans une logique qui est une spirale négative qui fait qu'on va de plus en plus mettre les travailleurs en difficulté et nous mettre en difficulté. Donc c'est un système que nous souhaitons préserver et donc il faut changer le regard et donc voilà. Oui, moi quand je parle de coût salarial, ça ne veut pas dire automatiquement une réduction de la sécurité sociale, hein. C'est quand même deux choses différentes. Donc effectivement, quand on parle de rééducation, de cotisation, on vise surtout par exemple le premier emploi pour vraiment permettre aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle qu'ils puissent valoriser sur un CV, et puis d'autre part, et aussi pour les plus bas revenus. Donc c'est vraiment des réductions de cotisation très ciblées. Et là, quand on parle des plus bas revenus, des bas salaires, pour éviter le piège à l'emploi, et je crois que ça concerne aussi particulièrement la femme, mais ce n'est pas synonyme de réduction de cotisation sociale. Et c'est vrai que nous, on s'est prononcé, par exemple, pour où trouver des sous. Il y a aussi, nous, on veut supprimer les intérêts notionnels, hein, même si c'est de façon progressive. Mais donc voilà, c'est certainement pas réduire la protection sociale du travailleur. C'est sûr. Ça va ? Je vous ai rassuré? Vous avez bien fait de m'apprendre, parce qu'effectivement, il ne faut pas que, quand on parle de coût salarial élevé, il ne faut pas que ça se traduise par autre chose que je n'ai pas dit. Merci. Voilà, on va passer à vous, Zoé Genot. Alors, dans ce programme Écolo, on fait toute une série de propositions concrètes pour promouvoir l'égalité salariale dans les entreprises. C'est les outils aussi dont vient de parler Dorothée Klein.
Mais voilà, là, vous l'avez entendu, la priorité pour nous, c'est de permettre aux syndicats de négocier dans les secteurs, puisqu'il y a des secteurs qui ont vraiment les moyens d'octroyer des augmentations salariales. Quelle est la position d'Écolo par rapport au blocage salarial? Mais donc notre position est très claire, dans le sens où on l'a exprimé, c'est d'ailleurs moi-même qui l'ai exprimé à la Chambre dès le départ, en disant attention, là on va dans la mauvaise direction. Parce que qui dit blocage salarial dit blocage pour certains. Parce que pour tous ceux qui individuellement pourront frapper à la porte du patron et dire si je n'ai pas mon augmentation individuelle, je vais partir, eux n'ont pas de blocage salarial. Le blocage salarial, c'est en effet le blocage de la négociation. Et comment est-ce que c'est justifié une fois de plus ce blocage? C'est en regardant chez les voisins, les Allemands. Mais quand on se voit qu'en Allemagne, on a développé des mini-jobs où il faut maintenant travailler pour 400, 500, 600 euros, que des adultes, des mères de famille, des pères de famille sont obligés de repartir chez leurs parents parce qu'il est totalement impossible de se payer un logement, de se nourrir, etc. avec ces mini-jobs, on se rend bien compte que si on calque notre réflexion salariale sur ce qui se passe en Allemagne, c'est même pas une spirale à la baisse, c'est une dégringolade auquel on va assister. Il y a eu ce blocage salarial donc, qui a complètement muselé et privé les partenaires sociaux de la possibilité de négocier, et on l'a dit, certains secteurs se portaient bien, et on le sait toujours, c'est les secteurs qui se portent bien, qui tirent peu à peu les autres, donc c'est très important, même s'il faut pas oublier la négociation globale, parce que je dirais les commissions paritaires un peu poubelles sont très dépendantes des augmentations du salaire minimum et autres, pour ne pas, je dirais, assister à un véritable décrochage. Donc il faut pouvoir négocier dans les secteurs où la productivité est en hausse pour partager la richesse, mais aussi globalement. Et l'autre, je dirais, recul important qu'il y a eu au niveau salarial. salarial. Je vais vous arrêter pour vous relancer sur autre chose. On a bien compris que vous étiez contre le blocage salarial. Maintenant, je vais vous poser la question, si vous aviez été à la place du PS dans le gouvernement, comment vous auriez pu faire pour empêcher ce blocage salarial? Mais je pense qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de discussions entre francophones et néerlandophones. Et là, on a été à la table de négociation, on a négocié avec les 6 autres, on s'est rajouté, on nous a demandé, vous voulez en plus des postes de ministre? On a dit, attendons de voir pourquoi faire, mais en tout cas, on veut bien être à la table pour négocier entre francophones et néerlandophones, c'est comme ça qu'on a participé à toute la réforme de l'État. Mais pour faire ça, non, nous ne sommes pas intéressés. Et je pense qu'en effet, pour les néerlandophones, c'était très dur d'avoir un Premier ministre francophone et un Premier ministre socialiste. Mais est-ce que des mesures de type blocage salarial, je dirais guerre contre les chômeurs, etc., valait le fait d'avoir un Premier ministre socialiste francophone? À mon sens, non. Je vais permettre une réponse du Parti socialiste. Je vais prendre un souffle. Voilà, je vais quand même permettre à Fabien Tilliou de répondre. Très brièvement. Allez, juste Zoé, pour être correct. D'abord, je voudrais juste rappeler quand même qu'en dehors de ça, la stabilité du pays est en jeu. Je pense qu'on peut... Mais oui, mais bien sûr, allez. C'est les plus pauvres qui doivent payer la stabilité du pays. Allez. Je pense qu'il faut être un peu correct dans la manière de voir les choses. Tout d'abord, je ne pense pas qu'Écolo aurait pesé tout son poids s'il avait été seul face à 6 autres partis. Enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut être aussi un peu honnête. Est-ce qu'à un moment donné, on peut remettre tous les maux du pays vers un Premier ministre socialiste et francophone? Je ne pense pas. Je pense que ce qui a été fait, c'est de quand même colmater un maximum les brèches, de tenir le pays comme il est. Et si aujourd'hui des avancées ont pu être permises, si aujourd'hui la sécurité sociale a pu être maintenue, c'est parce que le PS est au pouvoir. Et ça, je Voilà, on connaît l'argument sans trépied, on le connaît. Mais soyons honnêtes aussi, on nous a offert un poste de ministre et à ce prix-là, on ne l'a pas pris. Je pense qu'ici, on parlait d'un fait précis, on parlait du blocage des salaires, et je pense qu'on vous a posé la question de savoir qu'est-ce que vous auriez fait. Exactement. Attends, à un moment donné... Oui, d'accord, mais vous ne répondez pas à la question qui a été posée. Oui, mais non, mais ce que vous auriez fait. On a compris, la réponse écolo, c'était simplement Non, je pense qu'il faut être correct. Il faut répondre aux questions et pas généraliser. Merci. Donc là, effectivement, la réponse écolo, c'était de dire, à ce prix-là, on n'entre pas. Le résultat, c'est que quand même, le blocage des salaires est passé. Donc, est-ce que c'est une stratégie qui est tenable, comme ça, d'être dans l'opposition? Mais je pense que c'était très important qu'il y ait une voix dans l'opposition pour faire résonner cela. La première fois que je suis intervenue à la Chambre en disant
attention, le tripotage de l'index et le blocage salarial vont coûter très cher aux salariés. On m'a dit, mais non, tu mens, il n'y a pas de blocage salarial. Madame Onkelings m'a hurlé dessus. Et maintenant, tout le monde peut le voir dans son portefeuille. Voilà. Merci. Alors, je vais passer à Nadia Moscoufo pour que tout le monde ait le temps de répondre. Donc, Nadia Moscoufo, pour le petit Bégaud est très critique, évidemment, aussi par rapport au bilan des partis au pouvoir, au fédéral et au régional, puisqu'il était dans l'opposition partout. Voilà, mais pour atteindre l'égalité salariale, votre parti met la priorité, donc je l'ai lu quelque part sur Internet, sur l'emploi de qualité. Mais est-ce que c'est suffisant quand on sait que la ségrégation horizontale et verticale sont bel et bien présentes dans nos entreprises? Mais d'abord, jusqu'à présent, on n'était pas encore dans l'opposition, on était dans la rue. C'est vrai, pardon. Et c'est pas grave. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'on va y rester dans la rue. C'est assez fondamental pour nous. Et dans ce sens-là, par rapport à l'arrêté royal, effectivement, voilà, on s'y engage clairement devant vous, mais devant tous nos électeurs. On ne votera pas pour la prolongation de l'arrêté royal sur le blocage des salaires. Et donc c'est clairement nos futurs députés, parce qu'on pense que pour la première fois, on va pouvoir mettre des députés de la gauche dans nos différents parlements. Nos députés ne feront pas ce fameux grand écart. Donc ce grand écart qui est malheureusement fait trop souvent par les partis dits de gauche, c'est-à-dire nous n'allons pas le mardi manifester avec les organisations syndicales pour combattre l'arrêté royal et le mercredi entrer au Parlement et pousser sur le bouton vert. Donc ce compromis-là, on ne le fera pas. Vous ne m'avez pas posé la question et on n'a pas la prétention de vouloir avoir la majorité aux prochaines élections, mais si on avait été à la place du Parti socialiste, pour le dire clairement, ce qu'on aurait fait à sa place, c'est deux choses. Je pense que fondamentalement, au niveau des personnes qui dirigent le Parti socialiste, on est complètement dans la logique de la compétitivité, ce qui n'est pas notre point de vue du tout, et c'est fondamental. Donc j'ai eu l'occasion, grâce à votre invitation, de lire toute votre brochure ici, que nous partageons, je dirais, à 100%, et qui en fait est un fil conducteur d'une vision de société qui va complètement à l'encontre de celle dans laquelle nous vivons, qui s'appelle le capitalisme, pour quand même le nommer. Et comme CNE, vous dites clairement, si on veut une société démocratique qui répond aux besoins des gens, qui donne le pouvoir d'achat nécessaire, il faut combattre à tout prix cette compétitivité, c'est-à-dire la loi de 96. Et je pense que tous les partis qui ont dirigé ce gouvernement, ils restent dans cette logique de la compétitivité, qui est évidemment à combattre au niveau idéologique aussi dans le mouvement ouvrier. Donc c'est pas à vous que je dois dire que les idées libérales, elles sont aussi entrées dans les cerveaux de vos affiliés, et que donc c'est ce travail-là au quotidien qu'il faut continuer à marteler tous les jours, et non seulement pour rééquilibrer ce qui est essentiel, le déséquilibre salarial entre les hommes et les femmes, mais aussi parce que cette politique de blocage des salaires, elle n'arrange rien à la crise. Donc c'est chaque fois la thèse qu'il faut un petit peu se serrer la ceinture et après ça ira mieux. Dans les faits, arrêter l'augmentation des salaires, arrêter et enlever le droit à toutes les délégations syndicales de pouvoir aller arracher des augmentations salariales, ça aggrave la crise. Et donc ça, sur les constats, je disais tout à l'heure, ne répétez pas les constats que nous tous partageons ici. Mais vraiment, en termes de propositions concrètes, vous le dites, vous avez un programme qui est cohérent, qui est global, etc. Bon, imaginons même que vous ayez un jour la majorité, aucun parti, même majoritaire, ne peut mettre en œuvre l'ensemble de son programme. Donc comment vous faites quand même pour, par exemple, en termes de blocage des salaires, comment vous auriez fait pour l'empêcher? C'est en fait la question qui va nous poursuivre, je pense, jusqu'à la fin de cet après-midi, c'est la question du financement. Avec quoi on va financer tout ça. Et donc il faut aussi arrêter de, et je ne dis pas que c'est la CNE qui propage ça, évidemment c'est tout le contraire, que en fait c'est pas la crise pour tout le monde dans ce pays. Et donc avec notre bureau d'études, on a sorti les chiffres, donc les 1000 entreprises qui font le plus de bénéfices. Elles ont obtenu 53 milliards de bénéfices en plus. Ces entreprises, elles ont payé 0,67% d'impôts. C'est vraiment inacceptable. Donc c'est ça que je dis.
Et donc c'est là qu'il faut aller chercher le rééquilibre pour repartager le gâteau correctement, parce que les richesses, ça ne tombe pas du ciel, elles ne viennent pas des banquiers, les richesses, c'est à la sueur de tous les travailleurs, et c'est là qu'il faut rééquilibrer. Merci. Voilà, alors on a questionné la salle qui s'affiche. On a malheureusement vu déjà le timing exploser. J'ai pas le temps de poser les questions, en tout cas de demander les réponses aux personnes que vous interpellez directement. Rien n'empêche que ces personnes, je vois ici que Dorothée Klein et Gisèle Mandela sont concernées, notent ces questions et puissent aussi vous répondre à l'occasion du verre d'après le débat si nécessaire. Il y a des questions aussi qui vont de toute façon revenir dans les 3 autres débats. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, donc, on va clôturer ce débat sur l'égalité salariale et surtout le blocage salarial.